campagne présidentielle, pour l'instant, ne se passe pas très bien. Vous le dites vous-même, vous êtes dans cette lessiveuse, dans cette tuerie que décrivaient Cécile Duflot et Edoui Plenel. Est-ce que vous ne prenez pas le risque d'un terrible hiatus politique? C'est-à-dire qu'on discute avec des gens qui pèsent un certain poids électoral, la présidentielle surgit et ce poids, tout d'un coup, est beaucoup plus faible que prévu. Pour le mouvement écologique, est-ce que le risque politique n'est pas très grand? Mais c'est une décision collective qui a été prise que de présenter un candidat à la présidence de la République. Cela a été discuté au sein du mouvement et c'est l'option. Nous aurons un candidat et un accord qui a prévalu. Il y a eu des primaires. J'ai gagné ces primaires. Je suis donc la candidate légitime. Et ensuite, il me semble que seul le vote du 22 avril va décider si c'est une bonne... et comme je disais tout à l'heure, pour moi, ce qui compte, c'est moins le résultat que le fait que, je pense que pour la première fois, par exemple, les mensonges d'un Broglio ont été risibles lorsqu'il annonce que la sortie du nucléaire va détruire 1 million d'emplois. Ça fait rire tout le monde. Et je pense que c'est parce que j'ai participé avec d'autres au débat sur le nucléaire et que nous avons été là, nous avons occupé l'espace. Pour la première fois, ce n'est pas les nucléocrates qui ont eu le fin mot de l'histoire. Il faut mesurer combien cela est novateur. Alors, même si ça ne se traduit pas dans un raz-de-marée, et encore, on ne sait pas ce qui va se passer, ça a une valeur en soi. François Bonnet. Oui, vous avez parlé à l'instant de la France-Afrique et de certains voyages qui ont lieu actuellement. Vous évoquez lequel? Celui de Jack Lang à Libreville, au Gabon, pour rencontrer le nouveau président? Je pensais particulièrement à la visite de Sassou Nguesso, reçu à l'Élysée. Oui, donc, il ne s'agissait pas du voyage de Libreville. Vous n'avez pas de doute au sujet de ce voyage? C'est également des choses tout à fait désagréables. Alors, je voulais revenir très rapidement en 3 questions sur l'Europe. L'alternance a eu lieu. Elle est au Sénat. Et le Sénat vote le 27 février sur ce fameux mécanisme européen de stabilité. Imaginons une alliance PS écologiste, vous pouvez bloquer ce texte. 20 députés socialistes et 3 députés Europe Écologie Les Verts ont voté contre à l'Assemblée. Au Sénat, une majorité peut se dessiner pour bloquer ce texte qui ouvre quelques portes, comme par exemple la création des eurobonds, sur lequel tout le monde à gauche est d'accord, mais qui évidemment enferme dans le lien que ce texte instaure avec le deuxième traité. Ouais. Pourquoi le choix de l'abstention? Vous dites ne pas injurier le futur, mais est-ce que ne pas injurier le futur ne serait pas justement de bloquer ce texte en disant remettons à plus tard lors d'une renégociation de l'ensemble des 2 textes? Il me semble que nous avons longuement parlé de notre position, alors je veux bien redire les arguments. Pour nous, c'était la seule position adoptée aujourd'hui qui est politiquement lisible parce que l'austérité telle que nous le voyons en Grèce n'est pas supportable. Point barre. D'accord. Deuxième chose, puisque vous êtes allée en Grèce, vous êtes députée européenne. Et vous avez constaté des visus en Grèce, un affaissement démocratique. Oui. Et la mise en place d'un gouvernement intérimaire de technocrates. Vous avez constaté la même chose en Italie, avec l'arrivée de M. Monti. On a pu constater peu ou prou la même chose, cette fois dans un cadre électoral, avec la défaite des sortants au Portugal, des socialistes portugais, puis la défaite de Zapatero en Espagne. Le Parlement européen n'a rien à dire. Et comment le groupe vert, dont on a constaté et dont on a loué parfois l'influence au Parlement européen, une influence qui est plus forte que son nombre d'eurodéputés, qu'est-ce qui se passe? Le Parlement européen n'a rien à dire sur cette espèce d'effondrement en chaîne et en domino des gouvernements sous le poids des marchés? Alors, en ce qui concerne le traité, en ce qui concerne le mécanisme européen de stabilité,
Cela est une affaire purement intergouvernementale et le Parlement est complètement court-circuité. Ce qui est un scandale en soi-même, c'est-à-dire que le seul élément démocratique de l'Union européenne est court-circuité. Donc là, nous ne faisons pas entendre notre voix. C'est vrai que les Verts, nous sommes que 56 ou 7 députés sur un total de 700 et quelques, mais comme dit un certain nombre de députés UMP, ils disent que chez vous, l'écologie est un produit d'appel. C'est-à-dire qu'on est tout à fait à la pointe en matière financière, par exemple, ou en matière de lutte contre la corruption, contre les paradis fiscaux. Nous sommes très présents. Nous avons essayé, nous essayons, nous, le groupe des Verts, de faire passer des résolutions. Mais vous savez, avec le PPE, avec Viktor Orban, qui est vice-président du PPE, ce n'est pas simple. Et vous entendez la seule voix qu'on entend au Parlement européen qui proteste contre la perte démocratique et des gouvernements, c'est Danny Cohn-Bendit. Mais Danny Cohn-Bendit s'est fait applaudir, je dois dire, par la plupart des députés français. Mais Viktor Orban, lorsqu'il arrive au Parlement, se fait applaudir par le PPE. Et donc, ce qui est terrible aujourd'hui, et je crois que peut-être que les citoyens n'en prennent pas assez conscience, c'est que l'extrême droite, elle est très puissante. Et ce que j'ai aussi vu en Grèce, j'ai vu les fascistes, j'ai vu des défilés, absolument, et avec des battes pour casser le marbre, et ils défilent ouvertement. Donc, mais vous n'avez pas de moyen de subvertir en quelque sorte cette institution qu'est le Parlement européen pour simplement la faire exister dans cette crise. Écoutez, même si de manière procédurale ou formelle, le Parlement n'a pour l'instant pas. Quels sont les moyens du Parlement européen? Je veux dire, nous votons des textes et nous pouvons voter des résolutions. Nous interpellons la Commission, nous interpellons le Conseil. Et ça, pour que la résolution des Verts passe, il faut l'accord des groupes. Et donc, il y a des règles, des procédures pour respecter la démocratie interne qui fait que peut-être on ne se fait pas assez entendre dans ce déni de démocratie. Alors, dernière question et qui relaye énormément de questions qu'on a eues de nos lecteurs cet après-midi. Et qui est moins une question qu'une sorte d'interrogation stratégique sur votre vision de l'Europe. Vous avez redit tout à l'heure que l'Europe, pour l'instant, c'était effectivement 24 gouvernements conservateurs et que je dirais qu'il fallait attendre que la roue tourne pour être à même de construire, de renouer avec une Europe sociale, de construire une Europe écologique, etc. La question fondamentale, ou la critique fondamentale qui vous est faite, est vraiment, je vous assure, je relais plusieurs dizaines de témoignages qui sont arrivés depuis midi sur notre site. C'est la suivante, est-ce que les Verts ne se trompent pas fondamentalement dans leur vision et leur rêve toujours d'une Europe fédérale, dans leur vision d'une mécanique européenne qui, je dirais, dont il suffirait de corriger les équilibres politiques pour relancer la machine européenne? Et est-ce qu'il ne faut finalement pas tout revoir du sol au plafond, en quelque sorte, et mettre à bas un certain nombre de ces institutions européennes qui ne fonctionnent pas pour sortir de cette Europe néolibérale qui a été très largement construite par la social-démocratie européenne? C'est vraiment ce qui remonte de nos lecteurs. Et ce qui est cette situation effectivement paradoxale. C'est vrai que je suis pour un nouveau traité qui instaure une Europe fédérale, qui instaure un gouvernement économique notamment, qui instaure une politique fiscale commune, qui mette fin à toutes ces années de compétition fiscale qui ruinent les États et qui crée une solidarité en mettant en commun une partie de l'endettement et qui permet la création des eurobonds pour maîtriser le taux d'intérêt pour les reliquats des dettes de l'ensemble des États membres. Donc c'est vrai qu'il faut des modifications profondes de l'Europe, mais il n'empêche que notre vision de l'Europe comme le seul échelon possible
pour régler nos problèmes. Ça fait très longtemps que l'État-nation n'est plus le cadre adéquat pour régler les problèmes de l'environnement, les problèmes de santé, les problèmes de l'énergie. Cela se règle au niveau de l'Europe, au niveau mondial, et ça ne se règle plus au niveau de la France. Donc, nous voulons une Europe, mais une Europe différente que celle que nous avons aujourd'hui. Nous aimerions un nouveau traité simple qui puisse être adopté par l'ensemble des citoyens européens. Merci. Merci beaucoup François Bonnet de ces questions. Alors Eva Joly, puisque nous sommes dans une rédaction et non pas sur un plateau de télévision, c'est une rédaction transformée ponctuellement pour vous ce soir en plateau de télévision. Vous allez vous tourner vers votre droite. Vous allez voir